apparaît. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au... Oui. Alors, en fait, le but, c'est un petit peu de comprendre le principe de l'exploration, hein. C'est-à-dire comment ça fonctionne et ça sert à quoi. Quelle information ça apporte. C'est un petit peu le but. Bien, alors, je vais repartager et puis on pourra continuer s'il n'y a pas de questions. On est sur cours, exploration cardiologie, et je vais prendre le deuxième PowerPoint que je vais mettre. Bien. Partager l'écran. Je vous partage. L'écran est-il partagé? Oui, docteur. Parfait, très très bien. Allez, on va aller à la deuxième partie. L'exploration des examens invasifs. Et donc, l'essentiel un petit peu des examens invasifs va être le cathétérisme cardiaque. Qu'est-ce que j'entends par cathétérisme cardiaque? En fait, on va introduire carrément, un tableau qui est un peu à l'envers, voilà, introduire des sondes à l'intérieur des vaisseaux et des cavités cardiaques. Et ces sondes vont servir soit à prendre des pressions, n'est-ce pas, soit à injecter des produits radio-opaques. Et on va expliquer le principe. Alors déjà, rien qu'en prenant des pressions dans les différents compartiments du cœur, dans les différentes cavités cardiaques, je pourrais faire des diagnostics et on va citer par la suite quelques exemples de diagnostics qu'on peut faire au KT. Bien. Donc, le KT, je vais dire juste un petit peu la définition. Il s'agit d'enregistrement des courbes de pression dans les cavités cardiaques à l'aide de sondes que je vais introduire par l'intermédiaire des vaisseaux et que j'ai emmené jusqu'à la cavité cible. Ça peut être l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'oreillette droite, le VD, etc. L'artère pulmonaire, pourquoi pas, etc. Donc, pour pouvoir un petit peu introduire ces sondes, d'abord, je dois ponctionner un vaisseau. Alors, je vais ponctionner quoi? Je vais ponctionner un gros vaisseau. Alors, ce n'est pas les petites veines superficielles que vous voyez. Hein. Ce n'est pas comprendre une voie ou un tranule. Donc, ce qu'on va faire finalement, c'est ponctionner une artère ou une veine profonde, telle que l'artère fémorale ou la veine fémorale, l'artère radiale. Je peux passer par la veine jugulaire, je peux passer par la veine sous-clavière, etc. Donc, la première étape du cathétérisme, c'est d'avoir un accès vasculaire, mais un accès vasculaire d'une artère ou d'une veine profonde de gros calibre. À travers cette ponction, je vais introduire ces sondes qui ne sont rien d'autre que des tubes creux, très longs, n'est-ce pas? Je vais un petit peu les dessiner. Voilà, une sonde, c'est juste un gros tube comme ça, creux. Je vais introduire, qui va avoir une forme particulière, que je vais introduire par le vaisseau et essayer de l'emmener jusqu'aux cavités cardiaques. Donc, pour pouvoir se repérer un petit peu, pour pouvoir manipuler ces sondes et l'emmener à la cavité que je désire, je dois être capable de voir, de suivre leur trajet. C'est pour ça que je fais ça dans une salle de cathétérisme. Une salle de cathétérisme, c'est quelque chose qui ressemble à ça, grossièrement. Bien, donc vous avez ici une table. Voilà, la table est là. C'est une table radio-transparente sur laquelle le patient va un petit peu s'allonger. Bien. Ça, c'est le patient. Bien. Alors, sur cette table, le patient va s'allonger. Puis, remarquez que cette table est entourée d'un arceau. Voilà. Qui a à la fois un émetteur, et un récepteur de quoi? De rayons X. Voilà. Donc, en fait, c'est comme un appareil de radiologie qui vous prend un téléthorax. Mais la différence, c'est que ça vous émet et ça réceptionne les rayons X en permanence. Donc, vous n'allez pas avoir juste des clichés, mais une radio-cinéma. Vous allez voir, par exemple, le thorax et le cœur du patient battre comme ça d'une manière dynamique. Comme si vous n'avez pas un téléthorax comme image, mais comme une vidéo. Bien. Et donc, ce faisceau qui traverse le patient, le thorax du patient, va être réceptionné par le récepteur. Vous allez avoir l'image ici en dynamique. Alors, cela vous servira à quoi? Ça va vous servir à manipuler un petit peu les sondes, les trajets de sonde, et savoir dans quelle cavité vous êtes. Vous suivez ou pas? Ça, c'est un petit peu le principe général.
Bien sûr, une salle de caté comme ça doit être munie d'appareils de réanimation. Vous avez ici un réanima pour pouvoir intuber, ventiler. Là, vous avez un élément extrêmement important qui est le défibrillateur. Donc, à n'importe quel moment, le patient peut vous faire un trouble du rythme et vous devez être capable de réduire par un choc ce trouble du rythme. Là, vous avez l'électrocardiogramme du patient qui est affiché en permanence. Alors, pourquoi? Parce que quand on manipule des sondes à l'intérieur du cœur, on peut, en touchant un petit peu le cœur, en titillant, on peut provoquer des troubles du rythme, etc. Et donc là, vous comprenez une chose, vous comprenez un petit peu le caractère invasif de l'exploration. Alors, pourquoi ça serait invasif? Alors, tout simplement parce que vous pouvez, par exemple, en ponctionnant une artère, entraîner un hématome, un saignement. Vous pouvez, en poussant une sonde à l'intérieur d'une artère, la disséquer. Alors, vous pouvez, cette sonde peut thromboser, le sang peut coaguler à son contact et emboliser, provoquer une embolie. Vous manipulez les sondes à l'intérieur du cœur, vous pouvez provoquer des troubles du rythme, etc., etc. Tout ça illustre un petit peu le caractère invasif de l'examen, du cathétérisme et les complications nombreuses potentielles. Bien sûr, même si elles sont nombreuses, leur fréquence reste relativement basse et dans la plupart des cas, encore une fois, le bénéfice est supérieur au risque de ces complications. Bien. Donc, une salle de cathé, c'est un truc extrêmement utile en cardiologie. Ça permet énormément d'examens. C'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Pour une salle qui ressemble à ça, moi, je pense que ça, c'est une GE, il faut compter entre 8 et 10 milliards de centimes. C'est cher ou pas? Relativement. Ouais, relativement, exactement. C'est très cher une salle de cathé. C'est pour ça qu'il faut la rentabiliser au maximum. Et c'est juste une table et un arceau qui réceptionne les rayons X. Bien. Alors concrètement, comment ça va se passer? Pour faire un cathétérisme, il faut d'abord trouver un patient, n'est-ce pas? Voilà, le patient est là. Voilà, le patient, il est là. Je pense qu'il est un petit peu trop cool. Hein. Il sait pas ce qui... je pense qu'il n'a pas compris tout à fait la dangerosité de l'examen. Donc là, vous avez l'émetteur et le récepteur des rayons X et le faisceau du rayon X qui est censé traverser le thorax du patient. Vous avez l'image ici. Là, vous avez le médecin qui est en train de faire le cathé. Il va faire quoi? Finalement, premièrement, ponctionner un gros vaisseau, une artère ou une veine fémorale, par exemple. C'est la veine ou l'artère profonde. Il va introduire les sondes à travers cette ponction suivant le trajet, soit de la veine cave, soit de l'aorte, ça dépend du vaisseau, et l'emmener jusqu'au cœur. Il va pouvoir visualiser le trajet de la sonde et manipuler en émettant les rayons X et en voyant le trajet de la sonde sur l'image. Sur cet écran, vous avez l'ECG en permanence et vous avez les courbes de pression. Bien. Alors, quelques exemples un petit peu de l'intérêt de diagnostic qu'on peut faire au KT. Alors, là, par exemple, vous avez une image d'un cathétérisme qui a été réalisé. Vous avez ici l'électrocardiogramme en haut et en bas, vous avez les courbes de pression enregistrées. Bien, enregistrées. Très bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a pris un cœur, voilà, un VG, OG. Alors, je vais peut-être mieux dessiner cela pour que ce soit plus effacé. Voilà, vous avez ici un VG. Là, vous avez l'oreillette gauche. Et là, vous avez l'aorte. Donc, grâce au cathétérisme, on a introduit une sonde par voie fémorale. On est monté jusqu'à la crosse aortique. L'aorte ascendante. On a franchi la valve aortique et on a placé une sonde dans le VG. Et grâce à cette sonde qu'on a placée dans le VG, on va avoir une courbe de pression. La courbe de pression du VG, c'est celle-ci. Voilà, telle que vous la voyez ici. Vous voyez? Et donc, vous remarquez une chose, cette courbe fait varier la pression. La pression varie. Pourquoi varie? Parce que ça varie avec les contractions du cœur. Ou la pression augmente, mais elle augmente considérablement en systole, parce qu'il y a contraction du VG. Et puis, cette pression va diminuer et devenir très basse en diastole. Voilà. Et ce même cycle se répète pour chaque battement cardiaque, pour chaque contraction du VG. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a pris une deuxième sonde, cette fois-ci complètement indépendante de la première. Et cette fois-ci, on l'a mis au niveau de la valve aortique, enfin de l'aorte. Et donc, on obtient quoi? Une seconde courbe. Et la seconde courbe, c'est celle-ci. Voilà. Et celle-ci correspond à quoi, à votre avis? À quelle pression?
Mhm. Oui. L'aorte. Alors, oui, mais il y a quelle pression au niveau de l'aorte, finalement? C'est la pression aortique qui n'est rien d'autre que la pression artérielle. C'est pour Oui. ça qu'elle varie, mais elle varie entre une valeur maximale qu'on appelle la systolique, la maxima, une valeur minimale qu'on appelle la pression diastolique ou la minima. Voilà. Et donc, vous avez finalement quoi? On a réussi à avoir deux courbes, c'est-à-dire synchrones en même temps. La courbe du VG et la courbe de quoi? De l'aorte. Très bien. Qu'est-ce que vous remarquez? En systole, les courbes se superposent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand le VG éjecte, quand la valve aortique est ouverte, et quand le VG est en train d'éjecter parce que c'est la systole, c'est la même pression qui règne au niveau du VG et au niveau de l'aorte. Pratiquement la même. C'est-à-dire que la valve est grande ouverte et les deux ne forment qu'une seule cavité. Vous suivez ou pas? Bien sûr, il y a une petite différence de pression qui explique le flux, mais disons que cette différence n'est pas importante. Par contre, quand en diastole, quand la valve se ferme, le VG se relaxe et la pression chute au niveau du VG. Par contre, puisque la valve se ferme, la pression ne chute pas au niveau de l'aorte et elle reste élevée. C'est la pression artérielle diastolique. Et donc, c'est normal que ces courbes-là se superposent en systole. Bien. Et donc, c'est une courbe de pression aortique, VG, qui est tout à fait normale. Passant de l'autre côté de l'écran, donc à droite, et là, j'ai pris les mêmes courbes. J'ai un patient qui a une pathologie cette fois-ci, une pathologie valvulaire. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'en systole, les deux courbes eh bien, ne se superposent plus. Où il y a une hyperpression, augmentation de la pression, regardez, la pression était censée être là, ben, elle est là, au niveau du VG, avec une pression qui devient beaucoup plus supérieure à celle de l'aorte en systole. Et donc là, ça vous crée quoi? Qu'est-ce qu'on appelle ça? Ben, oui. Il y a un rétrécissement aortique? Exactement, mais qu'est-ce qu'on appelle ça? Un gradient de pression. Alors, avec une augmentation de la pression en amont, une chute de la pression en aval. Et ça, c'est créé par quoi? C'est créé par un obstacle. Imaginons que vous avez un conduit et sur ce conduit, un flux, voilà, un flux d'un liquide, par exemple du sang, qui a toutes les molécules en la même vitesse. Ben là, vous avez quoi? Vous avez une sorte d'une pression dynamique. Voilà, c'est la pression liée au mouvement. Si vous créez une sténose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce flux qui doit franchir une zone rétrécie va être gêné. Les molécules vont se gêner entre eux, ils vont ralentir. Et quand ils vont ralentir, il va y avoir transformation de la pression dynamique en une pression comment? Hydrostatique. Et donc, il va y avoir quoi? Augmentation de la pression en amont, chute de la pression en aval. Alors, on dirait qu'il y a une compression du liquide. Le liquide arrive, mais a du mal à s'échapper par le pertuis étroit. Et donc, le liquide est comprimé. Il va y avoir augmentation de la pression, chute de la pression en aval. Et ça vous crée quoi? Un gradient de pression. Et bien là, on a mis en évidence quoi? Ben, un gradient de pression systolique entre VG et aorte. Et s'il y a un gradient de pression systolique entre VG et aorte, c'est qu'entre les deux cavités, il y a quoi? Il y a un rétrécissement, il y a un obstacle. Et où se situe le rétrécissement? Ben, qu'est-ce qu'il y a entre l'aorte et le VG? Ce n'est rien d'autre que la valve aortique. Alors, si je vous demande une chose, après avoir interprété ces courbes-là, quel est votre diagnostic? Vous allez dire quoi? Votre camarade l'a dit déjà, rétrécissement aortique. Vous me suivez? Et donc, voici un diagnostic qu'on a pu faire aisément au cathétérisme cardiaque, celui d'un rétrécissement aortique, juste en prenant deux pressions simultanées, l'une au niveau de l'aorte et l'une au niveau du VG. Monsieur, si la pression aortique, elle est abaissée. Oui. La pression aortique est abaissée. D'ailleurs, quand tu as un RAO, étant en CMUO, quand tu as un RAO serré, ben, tu as souvent une hypotension ou un pincement de la différentielle.
Pourquoi? Parce que la systolique diminue. Et donc, tu as des tensions aux alentours de 10, 8. Donc, chute de la tension, tendance à l'hypotension avec chute de la différentielle. Bien. Alors, si j'ai envie, par exemple, de voir si le patient a un rétrécissement mitral ou pas au cathétérisme, je vais faire quoi? Je vais prendre 2 sondes. Je vais placer une au niveau de l'oreillette gauche pour prendre la pression au niveau de l'OG et une au niveau du ventricule gauche. Et si j'ai une différence de pression significative en diastole ou en systole? En diastole. En diastole, exactement, puisque le RM crée un gradient diastolique. C'est quand la valve mitrale est censée être ouverte pour remplir le ventricule gauche. Le rétrécissement de cette valve crée un gradient. Donc, si en prenant la pression au niveau de l'OG et du VG simultanément, je remarque qu'il y a une grande différence de pression avec une pression intra-OG élevée et intra-VG basse, je mets en évidence un gradient diastolique OG-VG et je diagnostique quoi? Un rétrécissement mitral. Docteur, comment introduire un cathéter dans l'oreillette gauche? Ça, c'est une technique. On peut traverser, ponctionner le septum interauriculaire, traverser le septum auriculaire et placer le cathéter de l'OD vers l'OG. C'est possible. D'accord? Et le cathéter du VG est amené par la valve aortique. D'accord. Et donc, ça, c'est juste des exemples de pathologies que le cathétérisme peut diagnostiquer en mettant en évidence des gradients de pression. Et le but, c'est le principe, c'est quoi? C'est de prendre simultanément la pression entre 2 cavités cardiaques pour savoir s'il y a un gradient ou pas. Bien. Alors, est-ce que c'est utile? Est-ce que ceci reste utile à votre avis? Ou est-ce que je peux faire le même diagnostic du rétrécissement aortique par une autre méthode? Par l'échocardio. L'écho-Doppler. Ah, exactement. Par l'écho, mais surtout par le Doppler. Pourquoi par le Doppler? Parce que le Doppler permet de mesurer quoi? Des sens des flux, mais aussi des vitesses des flux. Bien. Et la vitesse d'un flux est proportionnelle au gradient. N'est-ce pas? Alors, je vous explique ça. Imaginons que vous êtes ici. Ça, c'est vous. Et là, vous avez un arbre. Et là, vous avez un tuyau d'arrosage et vous voulez arroser l'arbre. Il suffit d'orienter vos tuyaux vers l'arbre. Et là, le flux de l'eau atteint l'arbre facilement. Bien, très bien. Donc, vous avez fini d'arroser cet arbre et vous voulez arroser un qui est un petit peu plus loin. Mais vous êtes trop feignant pour vous déplacer. Est-ce que d'ici, vous pouvez amener votre flux jusqu'à l'arbre lointain? Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, en pinçant le tuyau d'arrosage. Exactement. Donc, quand vous pincez le tuyau d'arrosage, vous créez quoi? Un obstacle. Un obstacle, c'est-à-dire un rétrécissement. Et quand vous créez un rétrécissement, vous créez quoi finalement sur un tuyau? Obstacle, augmentation de pression, diminution de la pression en aval. Vous créez un gradient de pression. Cette différence de pression va vous faire quoi? Accélérer le flux. Vous suivez ou pas? Oui. Donc, plus vous pincez l'extrémité, plus vous créez une sténose, plus le gradient de pression sera important. Et cette eau qui vient sous pression va vous projeter le liquide plus loin. Alors, si vous avez un rétrécissement aortique, qu'est-ce qui se passe? La vitesse du flux au niveau de la valve aortique va augmenter. Pourquoi elle va augmenter? Parce qu'il y a un gradient de pression entre VG et l'aorte. L'hyperpression au niveau du VG va vous éjecter le sang à travers la valve aortique rétrécie avec plus de vitesse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? À l'échographie, je vais juste prendre un Doppler sur la valve aortique. J'ai le flux ici normal, flux aortique. Maintenant, si je remarque que ce flux aortique est extrêmement véloce, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu accélération du flux au niveau de la valve aortique, c'est-à-dire que la valve est rétrécie. C'est le même principe que le rétrécissement de l'extrémité du tuyau. Vous suivez ou pas? Oui. Ouais. Et donc, je peux avoir le même résultat en faisant l'échographie. Je peux déduire la différence de pression grâce à des équations mathématiques
par la vitesse mesurée au Doppler. Bien. C'est pour ça que le cathétérisme cardiaque n'a plus énormément d'indications actuellement. Mais grâce à quoi? Grâce au développement des moyens non invasifs, surtout l'échographie. C'est-à-dire les diagnostics qu'on faisait jadis d'une manière invasive, il fallait introduire des sondes à l'intérieur du cœur, prendre des pressions pour savoir si une valve est rétrécie. On peut le faire actuellement aisément en faisant juste une échographie non invasive et en mesurant les vitesses des flux qui traversent les valves. Vous me suivez? Oui, docteur. Ouais, très bien. Donc, le cathétérisme garde des indications extrêmement limitées. Et ce quoi les indications, c'est quand l'échographie ne réussit pas bien à faire la part des choses. Sauf que le cathétérisme n'a pas été complètement enterré, mais disons que sa principale application actuelle en cardiologie est constituée par la coronarographie. Bien. Alors, c'est quoi la coronarographie? Littéralement, c'est la radiographie des artères coronaires. En fait, c'est une artériographie des artères coronaires. Bien. Alors, c'est quoi le principe? Ben, écoutez, si vous avez un téléthorax, alors je vais vous montrer ça. Bien. Oups. Je vais vous expliquer un petit peu le principe. Bien. Très bien. Donc, quand vous avez une vue radiologique, comme ici, ben, d'un cœur, bien, on voit le cœur. Je vais arrêter l'image. Oups. Voilà, je vais l'arrêter ici. Donc là, vous voyez un petit peu, souris, vous voyez un petit peu l'angle du cœur. Hein. Donc ça, c'est le cœur, ça, c'est un petit peu le poumon. Voilà, c'est un petit agrandissement sur la silhouette cardiaque. Alors, je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous pouvez percevoir, comme ça, à l'œil nu, les artères coronaires? Est-ce que vous les voyez? Non. Non. Alors, pourquoi vous ne réussissez pas à les voir? Pourquoi elles ne sont pas visibles au téléthorax, les artères coronaires? Parce qu'elles sont trop Parce petites. que Leur diamètre est trop petit. Non, pas du tout. Ce n'est pas une question de diamètre. Vous parce pouvez... que leur opacité est noyée dans celle du cœur. Exactement. Pourquoi les noyer dans celle du cœur? Parce qu'elles ont la même densité, une densité hydrique. Bravo. Elles ont la même densité radiologique. Parce qu'elles ont une densité hydrique. Le reste du cœur, du VG, tout ça, a une densité pareille, hydrique. Et deux densités radiologiques s'effacent mutuellement. Voilà, hein, on ne parlera plus de le mot, je vous le promets. Et donc là, si je fais un simple téléthorax, même si je zoome, je ne réussis pas à voir, hein, du verbe vu, voir, je ne réussis pas à voir les artères coronaires. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de les voir quand même? Oui. Il y a un moyen, c'est de modifier leur densité, rehausser leur densité. Donc, si je rehausse leur densité, elle va être différente du reste du cœur. Et par contraste, les artères coronaires vont devenir visibles. Donc, comment rehausser ces densités? En injectant un produit radio-opaque. Alors, qu'est-ce que j'entends par produit radio-opaque? En fait, c'est des produits qui seront opaques au rayon X. C'est-à-dire qu'ils ont une densité extrêmement élevée au rayon X. C'est des produits à base d'iode et c'est des produits utilisés en radiologie. Très bien. Mais pour pouvoir voir les artères coronaires, est-ce que je peux injecter ce produit par voie intraveineuse, par exemple périphérique? Est-ce que je peux faire juste une voie et injecter le produit? Non, il faut l'introduire dans une artère. Ah, ben, il faut que l'introduire dans l'artère. Il faut que j'opacifie uniquement l'artère coronaire. Donc, pour pouvoir l'introduire dans une artère, il faut que j'emmène une sonde. Et la sonde, c'est ça. Voilà. Il faut que j'amène une sonde jusqu'à la racine aortique. Je place mon bout de sonde ici sur l'ostium de l'artère coronaire. Alors, on parle de cathétérisme, c'est-à-dire que je vais cathétériser l'artère coronaire. Et c'est quoi cathétériser l'artère coronaire? C'est un petit peu... pourquoi il ne veut pas changer?
Bizarre. Ah, si, c'est bon. Donc, c'est mettre un petit peu cette sonde dans l'ostium de l'artère coronaire. L'ostium est là. Moi, je ne le vois pas. Je suis en train de dessiner, mais je ne le vois pas. De l'autre côté, ben, je vais high la sonde. Je prolonge la sonde. De l'autre côté, je vais prendre une seringue, parce que l'autre côté de sonde est en dehors du corps, n'est-ce pas? Et je vais injecter, grâce à une grosse seringue, un produit de contraste. Donc, quand j'introduis à travers la sonde, il sort de l'autre côté, il va remplir l'artère coronaire. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je fais finalement? J'ai ponctionné une artère, par exemple l'artère fémorale, je monte à travers l'aorte, ça c'est l'aorte ascendante, voilà. Ensuite, là c'est quoi? C'est la crosse, et je reviens vers l'aorte ascendante. 2 secondes. Très bien. Une fois cathétérisé, qu'est-ce que je fais? Je vais injecter le produit Radiopaque et je vais filmer au rayon X l'artère coronaire. Et l'artère apparaît à l'image. Vous la voyez là maintenant ou pas? Oui, elle est Oui. visible. Oui, oui, très bien. Mais est-ce que vous voyez une anomalie? Oui, dans l'artère du haut. Ah, exactement. L'artère du haut, en fait, ce n'est rien d'autre que l'IVA. Donc ça, c'est l'artère coronaire gauche qui est un tronc commun. Ce tronc commun se divise en 2 parties, qui est la circonflexe qui est par là et l'IVA qui est par là. Voilà. Et on remarque que ben, le produit remplit bien la circonflexe, mais s'arrête brutalement à l'IVA et on conclut à quoi? Une occlusion de l'IVA. Vous voyez? Donc, est-ce que Oui. vous croyez un main qui est précis? Est-ce que c'est plus précis? Alors là, c'est une autre image de coronarographie. Donc là, j'ai fait la gauche. Je dois changer de sonde. J'emmène ma sonde de droite. Alors pourquoi je change de sonde? Parce que chaque sonde est préformée pour partir naturellement vers un ostium. Hein. Celle-ci était préformée pour partir vers la gauche. Et celle-ci est préformée pour partir vers la coronaire droite. Donc j'injecte toujours le produit. Il y a une partie du produit qui reflue l'aorte, qui est emmenée par le flux. Vous le voyez ici. Mais la plus grosse partie part vers l'artère coronaire et elle est opacifiée. Alors là, c'est la droite maintenant. Est-ce qu'il y a une lésion au niveau de la droite? Il y a un Oui, il y a un rétrécissement. rétrécissement. Exactement. Rétrécissement. Alors, si ce malade me rapporte un encore d'effort, tel qu'on a vu ce matin, eh bien, je le crois volontiers. Parce que là, j'ai la plaque, la sténose athéromateuse qui est responsable de l'ischémie. Bien. Alors, quels sont pour vous? Est-ce que vous croyez que cet examen est plus précis qu'une scintigraphie ou qu'une écho de stress ou qu'une épreuve d'effort? Quel est le plus précis des deux? Celle-là, c'est celle-là qui est plus précise. C'est clair que c'est celle-là. Pourquoi? Parce que ça permet directement de voir la sténose. L'autre, c'est basé sur un raisonnement. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'échographie de stress, j'ai établi le raisonnement suivant, que au stress, il y a une paroi qui ne se contracte pas. Donc, je présume, vous voyez, c'est théorique, je présume qu'elle ne reçoit pas assez de sang. Donc, je présume que l'artère qui est censée la nourrir est rétrécie. Alors que là, je ne présume pas. Je suis en train de voir directement le rétrécissement artériel. Donc, la coronarographie reste l'examen de référence, le gold standard, si vous préférez, pour le diagnostic neuropathie. Pourquoi? Parce que ça permet de voir directement les artères coronaires et ça permet d'établir des diagnostics de certitude. Bien. Est-ce que ça justifie qu'on y aille d'emblée? Non. Non, exactement. Non, pourquoi non? Parce que ça reste quand même un examen. Exactement. Donc, finalement, comment on va procéder? Eh bien, commence par les examens non invasifs. Si le patient me rapporte une douleur, je fais une scintigraphie de stress ou une écho de stress. Mais si elle est normale, c'est que je vais chercher une autre cause de la douleur. Si maintenant la scintigraphie est positive, dans ce cas-là, je confirme par la coronarographie. Donc, je commence toujours par l'examen non invasif. J'y vais aux examens invasifs par la suite pour confirmer. Sauf que
la coronarographie ne permet pas uniquement de confirmer. Ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce qu'elle va permettre d'autre, à votre avis? De localiser avec précision le siège du rétrécissement. Oui, mais quoi encore? D'intervenir De sur traiter. Exactement. Le meilleur à sa venir, elle permet de traiter la lésion carrément. Voilà. Comment elle peut traiter la lésion exactement? Elle traite la lésion en faisant une angioplastie. Angioplastie. Alors, c'est quoi angio? C'est vaisseau. Donc, en fait, c'est une angioplastie coronaire. Et c'est quoi plastie? C'est réparation. Voilà, tout geste réparateur est appelé plastie. Et donc, je peux réparer cette artère malade. Alors, comment ça se fait une angioplastie? Je vais emmener en fait un ballon. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Alors, est-ce que j'ai ici les documents? Voilà. Donc, le principe est le suivant. Alors, je vais peut-être le dessiner, Manuel, comme l'animation. C'est plus bien. Donc, quand j'ai une artère rétrécie, alors, je vais partager un tableau blanc. Voilà, très bien. Donc, si par exemple j'ai une artère coronaire comme ça, par exemple à droite, la gauche, peu importe, voilà, qui a des collatérales, bien, et que là, il y a un rétrécissement athéromateux. Voilà, comment j'ai su? Parce que j'ai introduit une sonde, je l'ai cathétérisé avec une sonde, et j'ai injecté du produit de contraste à travers cette sonde qui m'a opacifié la coronaire et j'ai mis en évidence une sténose serrée. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tout simplement, je vais introduire une gaine, comme ça, très longue, à travers la sonde. Cette gaine est munie à son extrémité d'un ballon. Un ballon qui est dégonflé. Et donc, quand le ballon est dégonflé, il est extrêmement petit, extrêmement profilé. Donc, il n'a aucun mal, il n'a pas beaucoup de mal, on va dire, à franchir la lésion et je peux le positionner au niveau de la lésion. Le ballon dégonflé. Vous voyez? Donc, le ballon que j'ai introduit, bien sûr, à travers ma sonde. Dans la coronaire, à travers la sonde, je le pousse. Voilà. Il gagne la coronaire et je vais le positionner au niveau de la lésion. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une grosse seringue qui développe énormément de pression et je vais gonfler le ballon. Qu'est-ce qui se passe quand il gonfle? Il va gonfler pile poil au niveau de la lésion. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'écraser l'athérome et m'ouvrir l'artère. Vous me suivez ou pas? Oui. Oui, docteur. Donc, là, c'est un rétrécissement que je dilate au ballon. Voilà. Et ça marche assez bien. Sauf qu'une artère telle qu'on l'a dessinée peut avoir des collatérales. Ça. Maintenant, si je pousse à l'aveugle un ballon à travers une sonde, peut-être que le ballon il aura les lahnaya. Est-ce que c'est intéressant si le ballon part ici? Non. Non, il faut que le ballon part au niveau de l'artère malade pour que je puisse le positionner au niveau de la lésion. Donc, comment faire en sorte... Alors, on va parler de la dissection, Hossein. Alors, comment faire en sorte que le ballon part dans l'artère cible au niveau de la lésion? C'est très simple. Le ballon, en fait, qui est une gaine creuse, comme ça, une gaine un petit peu longue, munie d'un ballon, en fait, est une gaine creuse. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Écoutez-moi bien. Voici ma sonde. Voici l'artère coronaire. Et voici la lésion. Je vais commencer par introduire, non pas le ballon, mais un guide. Et un guide, c'est quoi? C'est comme un long fil silk. Alors, extrêmement doux. Mais dans l'extrémité, le guide est courbé. Alors, puisqu'il est courbé, je peux lui donner un sens. C'est-à-dire, si je tourne l'extrémité, la courbure va tourner. Vrai ou pas? C'est-à-dire, si je tourne l'extrémité, l'autre va tourner. Et donc, je vais envoyer le guide. Si le guide qui est un petit peu incliné part dans cette collatérale, est-ce que c'est intéressant? Non. Non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le retirer, le tourner, il va tourner de sens et le pousser. Il va partir dans l'artère cible. Et donc, contrairement à un ballon qui n'a pas de forme,
Un guide qui a une extrémité courbée peut être manipulé et je peux lui donner un sens pour choisir l'artère que j'ai envie de traiter. Très bien. Bien. Ensuite, une fois placé le guide, n'est-ce pas, dans l'artère, je vais faire glisser mon ballon qui est là sur le guide. Eh bien, il va lui servir de quoi alors? Il va lui servir de rail, comme les rails du locomotive d'un chemin de fer. Et donc, si je pousse le ballon sur le guide, est-ce qu'il peut partir dans une collatérale? Non. Non, Non. il va être obligé de faire quoi? De suivre le guide. Suivre le guide. Voilà. Et donc, il suffit de bien le positionner et gonfler le ballon. Bien. Alors, je vais répondre aux questions de vos camarades. L'un d'eux me pose la question, est-ce qu'il y a un risque de dissection? Ben, le risque est faible, en fait. Hein, voilà. Et même s'il y a une dissection, ce n'est pas grave. Et je vais expliquer pourquoi. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des fragments qui peuvent... Non, l'athérome, c'est quelque chose de dur. C'est une bouillie. Enfin, c'est quelque chose de dur. Et finalement, quand je dilate, il va être impacté au niveau de la média. Voilà, c'est comme un bloc. Un bloc qui va être écarté. En fait, je l'écarte pour ouvrir la lumière. Le problème qui va se poser, c'est que l'artère, c'est quelque chose d'élastique, n'est-ce pas? Et donc, je peux la dilater en plaçant un guide. Sur le guide, je fais glisser un ballon. Je gonfle le ballon. Donc, ça permet de dilater l'artère. Une fois dilaté, je dégonfle le ballon. Je retire le ballon et puis je retire le guide. Et puisque l'artère est quelque chose d'élastique, en dilatant l'artère, elle s'ouvre bien. Je récupère une bonne lumière. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand je retire le ballon, je le dégonfle pour le retirer, l'artère peut rétrécir de nouveau parce que c'est quelque chose d'élastique. Et donc, on parle de quoi? De resténose. Alors, comment faire pour réduire ce risque de resténose, à votre avis? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Placer un stent. Placer un stent, exactement. Alors, c'est quoi un stent? On pose un stent, effectivement, oui. C'est une sorte de ressort. Voilà, une sorte de ressort, voilà, plié comme ça, qui est monté sur le ballon. D'accord? Qui est plié, hein, donc qui est petit, très profilé. Je vais le placer au niveau de la lésion. Alors, quand je gonfle le ballon, le stent, le ressort se déplie. Ensuite, je vais retirer le ballon, mais le stent déplié restera sur place. Et s'il reste sur place, il va empêcher que les parois reviennent. Vous me suivez ou pas? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez un petit peu compris le principe? Oui, docteur. Oui, docteur. Si vous avez compris le principe, on va un petit peu voir l'animation. Donc, nouveau partage. Voilà. Donc, voici, alors je vais revenir au début. Voilà. Voici l'artère malade qui est rétrécie. Donc, la première des choses, c'est de placer un guide. Un guide qui doit être l'artère malade en franchissant la lésion par le guide. En fait, on franchit la lumière, hein, mais chez la plaque. Hein, voilà. Ensuite, sur le guide, je vais faire glisser quoi? Un ballon dégonflé sur lequel est monté un stent plié. Une fois bien positionné, je gonfle le ballon et le stent se déplie. Vous voyez, vous avez vu le stent se déplier? Une fois bien écrasé, l'athérome bien écrasé, je dégonfle le ballon, je le retire, je retire le guide et le stent empêche que l'artère rétrécisse de nouveau et le flux sanguin est rétabli. C'est bon? Vous avez compris? Oui. Très bien. Alors, je vais vous montrer une véritable angioplastie et vous allez un petit peu comprendre cela. Donc, alors, rabot. Je ne sais pas si je pourrais partager.
Non, 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 le stent, une fois sur place, ne se déplace pas, hein. C'est-à-dire, il frotte tellement contre les parois qu'il est coincé définitivement. Il place définitivement le stent. Alors, partager l'écran et je vais partager cela. Voilà. En fait, est-ce que je peux partager une vidéo? Est-ce que vous voyez? Oui, docteur. Vous Oui, voyez, on voit. vous voyez quoi? On voit la vidéo. Ouais, c'est craché le VLC. Bien, je vais ouvrir avec lecture. C'est la première fois que voilà. Très bien. Et donc, je vais partager là, nouveau partage et je vais partager l'écran tout simplement. Voilà, lecteur multimédia. Bien. Donc ça, c'est le premier temps. Est-ce que vous avez l'image en dynamique sur vous? Oui. Parfait. Donc ça, c'est le premier temps. Alors, je vais la faire marcher en boucle. Et le premier temps, ça va être la coronarographie. Donc, est-ce que là, vous voyez une lésion quelque part? 2 secondes. Oui, Oui, oui. Donc, il y a une lésion. Oui. Dans quelle partie? Vous parlez de celle-là? Oui. Ouais, exactement. Donc, s'il y a une lésion, ben, la première étape consiste à faire quoi finalement? Ben, à placer un guide. Mais un guide, il ne faut pas qu'il parte dans cette collatérale. Le but de guide, c'est de l'emmener jusqu'à la distalité de l'artère en franchissant la lésion. Bien, alors je vais ouvrir avec. Bien. Est-ce que vous voyez maintenant la prochaine image? Oui. C'est la même pratiquement, oui. Voilà. Là, j'ai placé le guide. Est-ce que vous voyez le guide? Oui. Oui, donc le guide, je l'ai placé à travers la sonde en fait, hein. Le guide, il vient d'ici, à travers la sonde, il sort. Et le guide, il est là, ce fin fil métallique. Vous le voyez ou pas? oui, docteur. Ouais, c'est sûr. Et donc le guide a franchi la lésion et je l'ai mis dans la distalité de l'artère que j'ai envie de dilater. Alors, vous voyez. Donc là, à chaque fois, j'injecte du produit de contraste, la bonne position. Alors, par la suite, je vais faire quoi? Ben, je vais maintenant positionner un ballon. Bien, VLC qui bloque toujours. C'est pas grave. Voilà. Vous voyez le ballon ou pas? Oui, docteur. Oui. Ouais, donc le ballon a été monté sur le guide qui lui sert de rail. Alors remarquez, le ballon était dans un premier temps dégonflé. Bien, sur le début de l'image, le ballon est dégonflé et euh, je le gonfle pour venir au niveau de la lésion. Voilà, donc ça c'est les centimètres du ballon. Et donc, une fois positionné, il suffit de gonfler. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le ballon se sur multimédia. Voilà. Vous voyez que maintenant, l'artère est complètement guérie. Et là, remarquez une chose, c'est que le ballon a été muni d'un stent. Et là, on voit les traces du stent. Voilà. Vous voyez le stent ou pas? Il est là. Avec le petit grillage. Ouais. En tout cas, il n'y a plus de traces de la lésion, hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Thrombotique pour éviter la formation de cailloux jusqu'à ce qu'il y ait endothélialisation du stent. C'est quoi l'endothélialisation? C'est-à-dire que l'endothélium de l'artère va repousser, va couvrir le stent finalement. Bien. Alors, avez-vous compris le principe? Oui? Oui ou pas? Oui, docteur. Parfait. Très bien. Alors, très rapide. Je reviens sur. Alors, le mieux, c'est quand on regarde une véritable angioplastie. Une véritable angioplastie, ça va être ça. J'espère que ça va fonctionner. Voilà, parfait.
Alors, je vais juste vous partager ça. C'est partagé ou pas sur l'écran? Pas encore. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez sur l'écran? Une vidéo. Une vidéo, exactement. Ben, de quoi? D'une salle de KT, exactement. Voilà. Ça, c'est une salle de KT. Alors, annotation, tout ça. Donc là, vous avez le patient. Le patient est là, hein. Voilà, c'est ça le patient. C'est une dame, hein, qui n'a pas l'air d'être très souriante, non? Le patient n'est pas sédaté au cours de l'intervention. Ben non, c'est sous anesthésie locale. Voilà, parce que tout le reste est indolore. Quand on te triture l'intérieur du cœur, crois-le ou pas, mais tu ressens rien. Ah, D'accord. d'accord, merci. Donc, on va faire juste une petite infiltration locale, comme ça, ce qui va faire ça tout de suite, pour pouvoir ponctionner l'artère. Bien. Donc, la patiente est là. On est en train de faire un petit peu la tête. Donc, elle est couverte par des champs stériles. Vous voyez que c'est une ambiance de bloc, hein. Il y a des camisoles, le personnel a des camisoles stériles. Ils portent des gants stériles, tout ça, des calots. Ben, c'est comme pour une intervention chirurgicale. Ils portent aussi des blouses de plan derrière leur camisole. Vous voyez, ça, c'est une blouse de plan. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent sous rayon X. Il faut que le personnel soit protégé. Voilà. Ça, c'est le récepteur des rayons X, etc. Donc ça ne se passe pas chez nous, hein. C'est chez nous ça ou pas? Pourquoi pas? Non, c'est trop propre. Ah, d'accord. Ah, c'est trop propre pour eux. Voilà, regarde, tout le monde est bien habillé en bleu, les chambres sont bien disposées, il y a plein de matériel. Nous aussi, on fait du KT, mais dans de beaucoup, beaucoup plus mauvaises conditions que ça. Bien. Alors, on va un petit peu lire la vidéo. Bien, je vais vous expliquer au fur et à mesure. So, we ask now to Thierry to do live the radial puncture. Bien. Alors là, vous comprenez ou pas? C'est du franglais en fait, hein. Vous avez le sang? On a le son, oui. Oui, oui, on... Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Là, la première étape, c'est de faire quoi? C'est de faire une ponction. Of course, it's very important to feel correctly the artery. This patient had the previous coronary angiogram last week through the radial approach. Très bien. Donc, il va ponctionner quelle artère? Radial. L'artère radiale, exactement. Il va ponctionner l'artère radiale. C'est pour avoir un accès à l'aorte. Donc, soit on ponctionne l'artère fémorale ou l'artère radiale. L'artère radiale saigne moins, donc on préfère toujours celle-ci, bien qu'elle soit un petit peu plus difficile à ponctionner. Bien. We see something that was done previously. And then with this kind of needle, which is very small, very good profile, you can do a transfixion puncture if you want. And probably it's easier to do it like that. So the artery... Voilà. Donc là, il est en train de ponctionner avec une aiguille, mais pour prendre une voie artérielle, il faut ponctionner sur le pouls, c'est-à-dire il palpe le pouls, il ponctionne sur le pouls. C'est un petit peu comme quand vous faites une gazométrie. Ah, est-ce que vous avez fait des gazométries en pneumo? Est-ce que vous avez vu déjà faire des gazométries? Non. Non. Non, d'accord. Donc, faire une gazométrie, c'est faire un prélèvement du sang artériel. Et comme on prélève du sang artériel, on prend une aiguille, avec une seringue ou pas, et on ponctionne directement sur le pouls. Et on reconnaît l'artère sur deux critères. Premièrement, c'est que le sang va être rouge vif et que ça va refluer sous pression, contrairement à une veine qui reflue très lentement à basse pression. Bien, vous allez voir ça. is a little bit small, yeah, and rolling around. It's not so easy. Okay. Okay. So now we have the blood to a blood issue. Voilà. Vous voyez le sang comment il est venu sous pression? Ouais, en plus, c'est du sang rouge. Ouais, et donc, il est réellement dans la lumière de l'artère. Very flow. Ouais. Yeah. And now we can insert the sheath. And we are not performing, we are not cutting. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé un guide. Alors, ce n'est pas le guide d'angioplastie, pas encore, mais c'est un guide de ponction. Alors, je vais vous expliquer ça très rapidement. Voilà. Donc là, il va faire quoi dans un premier temps? Il va en fait vous mettre juste un cathéter au niveau de l'artère. Bien, alors, je vais vous dessiner ça. Tableau blanc. Donc voilà, marquage. Bien. Donc là, vous avez la main.
Et là, vous avez l'artère radiale. Vous êtes d'accord, l'artère radiale du côté du pouce, n'est-ce pas? Et donc là, vous avez la main et l'artère radiale. Elle est là. Qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps? L'artère radiale qui est là. Hein. La première des choses, il va prendre une aiguille et ponctionner l'artère à travers l'aiguille. Bien. Et comment il sait qu'il est dans la lumière? C'est quand il a un reflux de sang rouge sous pression. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Une fois qu'il a le reflux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un guide, ce qu'on appelle le guide de ponction, qui est un simple fil très fin. Il va l'introduire à travers l'aiguille, l'extrémité de l'aiguille. Le fil, où est-ce qu'il va partir? Dans l'artère. Dans la lumière de l'artère. Il n'a pas le choix. Parce que l'extrémité de l'aiguille est dans la lumière. Dans un second temps, il va faire quoi? Il va... Ça, c'est l'artère. Dans un second temps, il va retirer l'aiguille en laissant le guide sur place. Le guide qui est en rouge. Et donc, vous allez avoir quoi? Le guide qui a été introduit par l'aiguille, qu'on a retiré. Et vous avez la moitié du guide qui est à l'extérieur et l'autre moitié qui est à l'intérieur. Vous suivez? Oui. Sur le guide, il va prendre ce qu'on appelle un désilé. Un désilé, c'est comme un cathé central. Bien. Il va introduire ce désilé, voilà, à travers le guide. Winner le désilé, est-ce qu'il a le choix? Il est obligé de suivre le guide. Winner. Dans la lumière de l'artère. Dans la lumière. Et vous allez avoir quoi? Un cathé dans la moitié et dans la lumière, la moitié est à l'extérieur. Bien sûr, il a une valve ici pour enfin, empêcher que ça saigne, empêcher le reflux. Et à travers ce cathé, à travers ce désilé, je peux introduire différentes sondes. Vous me suivez? Alors, pourquoi je fais ça? Parce que quand on fait coronarographie ou une angioplastie, on peut être amené à avoir besoin d'introduire plusieurs sondes. Enfin, pas à la fois, mais l'une après l'autre. Pour ne pas être obligé de reponctionner à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On met un cathé à l'intérieur et si on veut changer de sonde, il suffit d'introduire la sonde à travers le cathé qui est dans la lumière. Excusez-moi 2 secondes. Allô? Professeur, on vous entend pas. Vous êtes... Oui, oui, j'ai éteint mon micro. Alors, il introduit le cathé à travers le guide. Donc, vous avez la moitié du cathé qui est à l'intérieur de la lumière et l'autre moitié à l'extérieur. Et à travers ce trou du cathé, ben, il peut introduire des sondes. Donc là, il va vérifier qu'il est réellement dans la lumière de l'artère. Hop. Et comment il a vérifié ça? C'est qu'il y a eu un retour veineux, un retour artériel. Bien, je vous repasse ça. Usually we are very low. And now we can insert the sheath. And we are not performing, we are not cutting the skin because this sheath from Cordis is very well tapered on the 14. Voilà, ça pousse un petit peu, madame. Ça va? Voilà, piqûre est faite. Hein? Okay, so now it's done. We inject 5,000 units of heparin, which is conventional dosage for
cornea angiogram on PCI, and then the anesthesiologist will add some heparin in order to have a ACT between Bien, donc là, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu juste un abord artériel radial. Et à travers cet abord, à travers ce cathé qu'on a placé dans l'artère, je peux introduire différentes sondes de Coro. Et la sonde de Coro, c'est celle qui va venir maintenant. 350. We have now a 35 or 35 wire. And usually my technique is to push a wire. And if there is no resistance, I will continue to push up to the subclavian artery. Now we are in the probably. This is a metallic wire. This is not hydrophilic one. Yeah. I presume that with hydrophilic you will change your Ça, c'est quoi en bleu? C'est quoi en bleu? le cathé. C'est la sonde de Coro, exactement, qui va introduire à travers la radiale et l'emmener jusqu'à l'aorte initiale. Il va la pousser. Very easily in mammary, vertebral, and even sometimes in carotid. So now we are in the. Voilà. Et là, il est en train d'actionner le rayon X. Il voit sur l'écran le trajet de sa sonde. La sonde, elle est là. I will start to turn clockwise. Okay, it's too high because you turn a bit too much. Okay, counter, just to go down. Donc là, il est en train de faire quoi? Tourner la sonde, la manipuler pour cathétériser l'artère coronaire. Il injecte à chaque fois du produit pour savoir s'il a réussi ou pas. And then cautiously do again the rotation. Test. And it's good position. So we need. C'est bon, il a réussi ou pas? Oui. Oui, puisque là, quand il a injecté le produit, il est parti vers l'artère coronaire. Est-ce qu'il y a une lésion? Petit test. And it's good. Oui. Oui, il y a une lésion ici. Et c'est la lésion, là, cette séance qui va essayer de traiter. So we'll inject some Maybe a nice projection, no? Yeah, it's a good one. I agree. So it's moving around. So what I will do is I will put my wire just to stabilize the catheter in the right coronary artery, and then we'll do the injection. Okay. Voilà. Là, c'est quoi qui arrive à travers la sonde? Le guide? Exactement, c'est le guide d'angioplastie, le guide qui part dans l'artère coronaire. Vous le voyez? Okay, so it's just to stabilize the catheter, and now we can do a good injection. Okay, I think the projection is See good. the lesion. Okay. Okay. Voilà. Donc là, il est en train de faire progresser le guide et la lésion serrée est à ce niveau. Est-ce que vous croyez que là, c'est suffisant? Non, il est encore là. Ah, exactement. Donc, il faut qu'il puisse franchir la lésion par le guide. So it's very tight stenosis. We are using quite frequently direct stenting. Of course, we are respecting the relative and absolute contraindication, I mean classification. It's more difficult also for circumflex. Oops. Okay, test. But it's not so easy to go down with this. Maybe I will use another wire just because I'm not very stable. You can maybe try to introduce by clockwise rotation there, just push a bit on it. Yeah, this. Vous avez vu la lésion, elle est là, hein, la lésion. Elle est là. Voilà. Et le guide n'arrive pas. Regardez, là, il a pris une collatérale. Il a pris un mauvais chemin. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Le retirer, le tourner pour partir vers l'artère qu'on a envie de dilater. If you can, because this is a big proximal segment, so just clockwise, so we don't need. Voilà. Là, le guide est passé. Le guide, maintenant, est là. La distalité, il est passé. Alors, qu'est-ce qu'on va introduire alors sur le guide? Le ballonnet. Le ballonnet, So we exactement. move this for the moment. Allez. Voilà. Vous avez vu le ballonnet ou pas? Il est là, le ballonnet dégonflé avec ses deux repères. Voilà. Alors, je vais refaire juste cette séquence. Vous allez voir le ballonnet arriver. Voilà, je vais juste ralentir un peu. Vous allez voir. Because we don't know if it will cross easily with the balloon. This is the case.
Et là, il est en train de gonfler le ballonnet. Vous voyez le ballonnet gonflé Oui. au niveau de la lésion. Donc, After that, donc après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va dégonfler le ballonnet et le retirer. okay, when we have a deep intubation like this, we have to take care when while we are removing the balloon, not to have a suction phenomenon. So Thierry will open his valve to have a blood issue. Très bien. Après avoir gonflé au ballonnet, qu'est-ce qu'on va placer? Un stent. Alors, un stent, c'est monté sur un autre ballon. Hein. Et ce ballon-là est plus visible car il y a un stent à l'intérieur. Voilà, monté, déplié, qu'on va positionner. Now the pressure is back to normal. Est-ce que là, il est bien positionné, notre stent? Non, c'est... faut Ben, encore avancer un peu plus. Il faut avancer un petit peu plus, mais pour le savoir, il faut injecter en même temps pour pouvoir voir la lésion et l'artère coronaire. Vous me suivez? Bit of clockwise, you see, the guiding is entering again. Voilà, là, il injecte. Deeply, okay, you can push a few millimeters. Voilà, elle le pousse encore un peu. Donc là, il est bien positionné. So it's a trio, huh, Thierry? Yeah. 3018 Xayans. We can go, I think, to 16. Yeah, because it's a bit bigger than what we see here, I think. Of course, you have seen we have inflated more than 5 seconds because we think that to deploy correctly a stent, 5 seconds. Donc là, il a gonflé le ballon et le stent s'est déployé. Il suffit maintenant de retirer le ballon et le stent restera sur place. Voyez le ballon, comment il va se retirer. Voyez? And normally we inflate around 30 seconds. Okay, so Some Japanese teams are recommending 2 times 30 seconds. Voilà. Et ça, c'est l'injection de contrôle. Est-ce que vous voyez une lésion résiduelle? Teams are recommending 2 times 30 seconds. Non. just like that. Huh? We can do the last one. Yeah. Okay, we don't. Vous voyez le résultat après angioplastie? Ben, on ne devine même plus où était la lésion. Hein. Et juste avant d'injecter le produit de contraste, on voit un petit peu le stent. Hein, je vais vous le montrer. Just like that. Huh? We can do the last one. Yeah. Voilà. Vous voyez le stent, il est là. Vous le voyez ou pas? Le petit grillage fin. Oui. Ouais. Et donc, quand on le remplit par le produit de contraste, on remarque qu'il n'y a plus de lésion. Le stent empêche la rosténose et le diamètre de l'artère est rétabli. See any more the moderate lesion we have seen. And the result is really good. The result is very good. So now, Voilà. Vous êtes d'accord? Docteur, Oui. docteur, on utilise un seul ou deux ballons? Bon, ça dépend. Soit on utilise un seul ballon avec muni d'un stent d'emblée, mais des fois, ça ne passe pas. C'est tellement serré que ça ne passe pas. Parce que quand il est muni d'un stent, le ballon est plus épais. Des fois, on est obligé de prédilater par un ballon tout seul, comme il a fait là maintenant. Une fois prédilaté, on place un stent monté sur un ballon. D'accord, merci. Voilà. Donc, on peut le faire en une seule temps si ça passe. Si ça ne passe pas, parce que c'est trop serré, on le fait en deux temps. D'accord. Bien. Avez-vous d'autres questions? Pourquoi est-ce qu'on a utilisé l'héparine Ah, ça, lorsqu'il a... Ben, parce qu'on introduit des corps à l'intérieur de la coronaire. Tout corps étranger, même s'il est peu thrombogène, peut entraîner l'activation de la coagulation avec formation de thrombie. Donc, pour prévenir ça, on met un anticoagulant qui est l'héparine. D'accord, merci. Avez-vous d'autres questions? Monsieur, vous avez dit on utilise des antithrombotiques jusqu'à ce qu'il y ait endothélialisation du stent. Mais je ne sais plus où j'avais lu ça, que les patients stentés ne devaient pas arrêter leurs médicaments antithrombotiques. Je ne sais pas parce que tu as lu ça. Maintenant, il faut faire très attention à vos lectures. Il faut que vous repérez bien vos sources. Alors, effectivement, je suis d'accord, mais
compléter ce commentaire, on va dire que c'est pas qu'ils doivent arrêter, c'est pas qu'ils doivent pas arrêter jamais leur anticoagulation, ils doivent pas arrêter prématurément leur médication. Alors pourquoi cela? S'ils arrêtent alors même qu'on n'a pas laissé assez de temps à l'endothélium au stent de s'endothélialiser, il y a un risque de thrombose de stent. D'accord? Voilà. Généralement, on préconise si c'est un stent nu 1 mois, un stent actif 3 à 6 mois. S'il arrête avant la date requise, c'est là où il y a un risque de thrombose. Mais ce n'est pas un traitement qu'on va poursuivre à vie. Avez-vous d'autres questions? Bien, alors si vous n'avez pas d'autres questions, j'espère qu'au moins que vous avez compris un petit peu le principe général de l'angioplastie, n'est-ce pas? Et l'angioplastie, c'est un petit peu le temps de thérapie de la coronarographie, si bien qu'actuellement, c'est un examen qui est devenu fondamental en cardiologie et c'est un examen, malgré son caractère invasif, et indétrônable pour le moment. Pourquoi? Parce que non seulement il permet les diagnostics de certitude, mais il permet, comme vous l'avez vu, une thérapeutique efficace des sténoses coronaires. Bien. Les indications, on va les voir bien en détail. Le TD d'aujourd'hui porte le titre d'exploration en cardiologie. Il s'agit de comprendre les principes. Quand on fera la pathologie coronaire, on parlera des indications respectives de quoi? De l'angioplastie, du traitement médical, etc. Donc là, ça viendra au cours du stage. L'obstruction doit être complète? Non, pas forcément. S'il y a une sténose significative, généralement on place des stents quand la sténose devient ischémiante. C'est-à-dire qu'elle est tellement serrée qu'elle crée de l'ischémie. Voilà. Donc s'il y a une plaque d'athérome qui n'est pas significative, ça n'entraîne pas un rétrécissement important du diamètre. Là, on n'est pas obligé de placer un stent. On place en fait pour traiter quelque chose. Et quelle est la chose qui est traitée par le stent? Eh bien, c'est l'ischémie myocardique. Posez vos questions de vive voix aussi. Hein. Il suffit juste d'activer vos micros et parler. Bien. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va lever la séance. Est-ce que vous avez un petit peu bien compris globalement? Oui, très bien, docteur. Très bien, docteur, merci beaucoup. Parfait. Donc, Très bien, merci, docteur. c'était juste un TD, un petit peu d'introduction pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Les choses sérieuses commenceront le prochain TD, puisque le prochain TD, on va faire le CG normal. Alors, quand est-ce qu'on pourra le programmer? On est libre tous les jours, docteur. Y compris le samedi? Samedi, vendredi, même la nuit. Parfait. Est-ce qu'on peut le faire simple? D'accord. Très bien, voilà. À 9h30. 9h30, oui, 9h30, c'est un bon compromis. Je pense qu'on peut le faire. 9h30, c'est très bien, si vous êtes d'accord. Alors, c'est un TD qui est extrêmement important. En fait, c'est la base. Hein. Le CG, vaudrait mieux prendre un très bon départ. Agda. Parce que ce sera la compréhension de tous les autres cours de CG pathologique et toutes les autres pathologies de cardiologie. Donc, on va essayer de le faire bien. On va le faire en fait lentement, voilà, que ça soit clair, quitte à le faire sur plusieurs séances, même un peu trop. Voilà. Alors, déjà, c'est un cours un TD qui est assez lent, mais malgré cela, on va prendre notre temps, quitte à le fractionner sur plusieurs séances, sur 2 ou 3 séances, mais l'essentiel, c'est qu'on le fasse bien, parce qu'il est important pour la compréhension du reste. Bien. Donc, si vous êtes d'accord, on se donne rendez-vous pour samedi, 9h30, Inch'Allah. D'accord, merci, docteur. Très bien. Bon week-end à vous, Mala, et puis à samedi, Inch'Allah. Merci. Merci à vous de Soyez prudents. Allez, au revoir, bye bye, à samedi.